Bonjour à tous et merci encore une fois d'être parmi nous en ce samedi matin, surtout au compte de l'émission Zénith sur Coloma. Le plaisir pour l'équipe du week-end de vous retrouver encore une fois en pleine forme, puisque vous servir, c'est bien sûr notre mission sur la lucarne joyeuse. La RTG Coloma vous dit bonjour encore une fois à travers ma voix. Donc nous recevons comme premier invité sur ce plateau l'ONG Fondation Salim pour les enfants autistes. Et pour en parler, nous avons Madame Mariam Aïcha Abari, fondatrice et présidente de l'ONG, et Monsieur Abdoulaye Diallo, qui est, on vient d'apprendre, je viens d'apprendre, c'est un de nous. Oui, voilà. Abdoulaye était un ami de longue date. Je l'ai connu en 2013, lors de la synergie organisée par l'Ultel Guy. On était tous en ce moment de la presse privée. Lui, j'apprends même qu'il est toujours le directeur de la voix de Fria. À l'époque, moi, j'étais le chef de programme de la radio Sabou à Kindia. Donc, on s'est retrouvés lors de la formation qui a été organisée au Centre culturel franco-guinéen. Je crois que la spécialiste des questions électorales, Marie-Pierre Arlefin, celle qui nous avait formés sur comment couvrir une élection présidentielle ou législative. Donc, on a fait la formation ensemble, on a couvert les événements et depuis là, on garde de bons rapports. Super, donc ça fait plaisir. C'est un de nous. C'est un de nous. Ouais. Donc, Monsieur Diallo Abdoulaye, vous êtes le secrétaire général de l'ONG Fondation Salim. Aujourd'hui, on s'intéresse à une maladie, je vais dire peut-être méconnue par les Guinéens ou peut-être sous-estimée par moment, mais il faut dire que ça frappe certains enfants en Guinée. Donc, l'autisme, c'est déjà une condition, un neurodéveloppement caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et surtout dans la communication, ainsi que des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitif et souvent stéréotype. Donc du coup, on va en parler aujourd'hui. Donc comment reconnaître par exemple un enfant ou comment l'ONG est venue, tout ça. On va en parler sur ce plateau avec nos invités encore une fois. Bonjour et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Envoyez vos enfants à l'école. Merci pour l'invitation. Ah ouais, gorge. Gorge. Donc, on va partir directement avec vous puisque vous avez une ONG qui s'appelle Fondation Salim pour les enfants autistes. Mais avant de parler d'autisme, il faut qu'on sache déjà c'est quoi cette maladie. Qu'est-ce que c'est que l'autisme, madame? L'autisme n'est pas une maladie. D'accord. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui affecte le comportement, la communication, que ce soit verbale ou non verbale. Et c'est quoi la différence entre maladie et ce que vous venez de détailler déjà? La maladie, parce que nous, déjà, quand on voit ça, on dit il est malade. Il est malade. Une maladie, c'est quelque chose qu'on peut guérir. Donc, on ne guérit pas de l'autisme. On est avec, on grandit avec et puis... je viens de l'apprendre, ça. Voilà. Moi, j'ai cru qu'avec le temps, ça pouvait se guérir. C'est pas une maladie. Ça se guérit pas. Ça se guérit Ça se guérit pas. Ça se guérit pas. Tu nais avec et puis tu restes avec jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. C'est pourquoi on dit souvent que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. D'accord. Et chez nous, généralement, l'autisme est mal diagnostiqué. Et même les médecins vous diront que l'autisme est une maladie, parce que quand on a fait le tour des centres hospitaliers... vous pouvez répéter, même les médecins disent que c'est une maladie. Oui. Donc si je le dis, ne m'en voulez pas. Oui, d'accord. Non, tout le monde dit que c'est une maladie mentale. On envoie toujours, l'autisme vers une maladie mentale. Mais souvent, on les catégorise sur des personnes, les personnes, comment on dit, les maboules. Non. Moi, j'ai une fille autiste. Ah, ok. J'ai une fille autiste de 31 ans. Ma fille a 31 ans aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand elle était née, elle est née sans problème. De la grossesse à la naissance. Donc, elle a marché à l'âge de 7 mois. Elle a commencé à parler. Et après, à l'âge de 3 ans et demi, elle a régressé en langage, en communication. Et puis, elle a arrêté même de marcher. Donc, la mobilité était un peu réduite. Et par après, la marche a repris, mais la communication n'est pas venue. Mais quand même, elle vocalise. La communication avec vocalisation. Et Madame, vous parlez français très lourd, vocalise. Très lourd. Elle fait c'est la vocalisation. Non, au fait, il le dit pour la compréhension. Oui, pour la compréhension, pas pour nous, mais les gens qui nous suivent. C'est vrai. D'accord, donc elle vocalise, elle fait des sons. Alors, elle émet des sons, c'est ça la vocalisation. D'accord. Et puis,
quand elle était là, à l'âge de 3 ans, on pensait qu'elle était malade aussi parce que nous, on a parcouru des hôpitaux, des cliniques, chez les marabouts, même à Bokeh. J'ai été avec ma fille, avec ma maman pendant 6 mois, on était à Bokeh. On cherchait une remède. Et puis, on a fait des talismans, on faisait des boissons pour la guérir. Et puis, ici, on faisait des prescriptions des médicaments. Mais ces médicaments l'affectaient autrement parce que elle ne dormait pas. Elle dormait très peu. Les enfants autistes, en général, dorment très peu. Et toujours en mouvement. Ma fille était toujours en mouvement. Même en mangeant, elle courait avant de venir finir son repas. Donc, à l'école, elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école ici en Guinée parce que les enseignants ne sont pas formés à accompagner les enfants autistes, les enfants comme ça. Et puis, les médecins ne sont pas formés pour diagnostiquer. Donc, ma fille était là jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle n'a pas été diagnostiquée. Ça allait être justement ma prochaine question parce que vous parlez de 3 ans, mais à quel moment vous avez su, exactement. Vous avez su que ce n'est pas une maladie, mais c'est l'autisme. J'ai connu l'autisme, elle avait déjà 14 ans, c'était en 2008. Wow. Et c'était en Irlande, c'était pas en Guinée ici, parce qu'on n'avait pas, aucun médecin d'ici n'a supposé un diagnostic, donc il fallait qu'on aille ailleurs. Donc en Irlande, on l'a diagnostiqué autiste sévère, parce qu'elle n'a pas eu d'accompagnement depuis le début. Voilà. Donc c'était ça. Et puis pour moi aussi, elle était malade. Donc quand on m'a dit non, elle est autiste, j'ai dit alors quelles sont les méthodes de traitement. Parce que quand on dit parfois autiste, on a l'impression, on a tout de suite l'idée d'aller sur Google pour voir c'est quoi l'autisme en fait. Parce que c'est un terme qui n'est pas beaucoup plus employé. Surtout en Afrique. En Guinée. Voilà, c'est pas connu. Très méconnu. Voilà, parce que c'est un exemple palpable. Mais quand vous avez découvert maintenant, je ne monopolise pas, ça marche. Alors, quand vous avez découvert maintenant que c'est de l'autisme, quelles sont les premières actions que vous avez faites? Je suis tombée dans la dépression. Comme on m'a dit qu'on ne guérit pas de l'autisme pour moi, parce que quand on m'a informé qu'elle était autiste, donc j'étais très contente, ne sachant rien sur l'autisme. Pour moi, après le diagnostic, on passe directement au traitement. Donc j'ai commencé de demander quand est-ce et comment ça va se faire. C'est là qu'on m'informe qu'on ne guérit pas de l'autisme. J'étais choquée. J'étais choquée. Donc c'est comme perdre l'espoir et puis là, être en deuil avec... un enfant vivant. Un enfant vivant, et puis les attentes que tu attendais de cet enfant, les études et tout ça. Donc, tu rentres en deuil dans ça. Donc, j'étais dans la dépression. Et puis, j'ai même rejeté le mot autisme. Je ne voulais même pas entendre le mot autisme depuis ce temps. Et puis, par après, j'ai commencé à accepter. J'ai beaucoup appris sur l'autisme avant d'accepter. Voilà, j'ai eu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation sur ça. Et par après, j'ai accepté. Et puis, quand tu acceptes, c'est là que le vrai combat commence. Et là, maintenant, tu commences à accompagner ton enfant. Avec l'accompagnement, les enfants peuvent bien progresser, peuvent apprendre, parce qu'il y a d'autres façons d'apprendre. Ma fille, elle ne communique pas verbalement, mais il y a des outils de communication. Elle peut communiquer avec n'importe qui. D'accord. Quand vous avez appris que votre enfant était atteint de l'autisme, est-ce que vous avez demandé à ce médecin qu'est-ce qui causait cette maladie? Ce n'est pas une maladie, vous l'avez dit tout de suite. Qu'est-ce qui poussait, qu'est-ce qui faisait que l'enfant ait des signes comme ça? La cause de l'autisme n'est pas encore connue. Il y a des recherches, on fait des recherches. Certains disent maintenant, il y a une probabilité, les 70% des recherches disent que c'est génétique. Donc, il y a beaucoup de choses, mais les recherches sont là, on fait les recherches. Mais quand on dit génétique, alors que les parents ne souffrent pas, et puis les grands-parents ne souffrent pas. Peut-être les arrière-grands-parents. Peut-être, oui. Là, moi, je parle en tant que parent, c'est ce qu'on m'avait dit, mais je sais qu'on fait des recherches quand même sur la cause de l'autisme. Mais c'est plus si vous dites que votre enfant ne parle pas, mais elle communique avec des outils. Quels sont ces outils, par exemple? On a, par exemple, le pictogramme. On peut avoir les tablettes comme ça, où tu mets un programme dedans. Quand elle a un besoin, donc elle peut montrer ça. Ou bien avec un cahier de communication. Désolée, je ne suis pas venue avec Donc, il y a des cahiers de communication. Si l'enfant a besoin de communiquer, il prend peut-être une photo, parce qu'il y a des photos, on crée des photos. Mais en créant ça, il faut les enseigner à l'enfant.
Parce que quand tu n'enseignes pas à l'enfant, c'est comme une décoration ou bien des photos simples. L'enfant ne va pas les utiliser. C'est comme les lunettes, si tu as besoin de ça, il faut les porter avec toi chaque fois. Donc c'est ça aussi, leur cahier de communication, il faut qu'ils les portent avec eux chaque fois. Madame s'est battue beaucoup plus pour son enfant. Vous vous êtes retrouvés jusqu'en Irlande. Pour quelqu'un, parents, peut-être nous, certains qui n'avons pas assez de moyens, alors tout de suite vont abandonner. Mais comment vous êtes retrouvés en Irlande et après avoir découvert que l'enfant souffre de l'autisme et qu'il ne s'est pas guéri, quelles sont les formations qu'elle a suivies après, en Irlande ou ici? La formation que ma fille a suivie. Voilà, pour, ma fille aujourd'hui, elle est dans un centre socio-éducatif. Donc, en Irlande? Oui, il y a une prise en charge là-bas. L'autisme est très bien connu là-bas. Il y a beaucoup d'enfants autistes partout dans le monde. En Guinée, ce qui cause le problème, c'est qu'on ne diagnostique pas, mais on en a beaucoup. Donc, il y a des écoles adoptées parce que l'autisme, il faut avoir des programmes adoptés et spécialisés aux besoins de l'enfant. Voilà, si tu as 5 enfants autistes dans une classe, il faut avoir 5 programmes différents. Parce qu'il faut voir la capacité, les besoins de l'enfant. D'accord. Donc l'autisme, ça ne se manifeste pas identiquement. Chaque enfant autiste a un comportement différent de l'autre. Chaque enfant autiste est différent. Quand tu as 10 enfants autistes, tu as 10 comportements différents. Voilà. D'accord. Alors, on va venir sur l'ONG. D'accord. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà, mais vous êtes la fondatrice et vous êtes le secrétaire général. D'où déjà est venue l'idée de mettre en place cette fondation? Alors, comme elle vous le disait tantôt, elle a une jeune adulte autiste. De ce côté, en Irlande, on prend soin de ses enfants comme ça. En Guinée, tel n'est pas le cas. Donc, elle s'est assignée une mission. C'est d'accompagner les parents des enfants autistes, spécialement en Guinée. D'où le besoin est là. Le besoin est là. Mais ici, on ne prend pas soin de ces enfants-là. Malheureusement, les parents gardent ces enfants-là à domicile. Parce qu'ils ont peur des préjugés, de la stigmatisation à outrance, à longueur de journée dans les familles et dans le quartier. Alors, si ces enfants-là ne sont pas accompagnés, vous voyez le bémol que ça peut créer. Donc, du coup, cette mission qu'elle s'est assignée, elle est venue à Fria, d'où elle est née. Moi, je suis né, j'ai grandi, on s'est rencontrés, moi en tant que journaliste, mass média. Donc, elle m'explique par l'entremise de certaines personnes. Moi, TIC, ça me prend la tête. Je dis foncièrement, c'est humanitaire. Moi, je me mets dedans. Donc, on a commencé à ébruiter, à mettre le projet en place. Aujourd'hui, on a un agrément national qui nous permet de travailler. Et grâce à elle, la dernière fois, elle a participé à un colloque international au Maroc où des spécialistes de l'autisme en France acceptent de venir en Guinée pour le diagnostic, pour outiller 50 ou 100 personnes, mais dans le domaine de la santé, de l'éducation, les masses médias que nous sommes. Je profite et inviter Bangali pour qu'il soit à Fria, ça me fera plaisir, parce que si Bangali, il a toute la formation qui s'y est dans ce sens-là, je pense qu'il peut démultiplier cela à d'autres personnes. Donc, si les masses médias, les professionnels de la santé, les professionnels de l'éducation, pour créer l'inclusion autour de ces enfants-là, sont formés, je pense que ça peut aider. Ça peut aider que les médecins, par exemple, un pédiatre qui dit que l'autisme est une maladie alors que c'est un handicap, il a une formation qui s'y est dans ce sens-là, il peut diagnostiquer l'autisme. C'est ça. Donc, ça peut même briser la stigmatisation. Non, le tabou, le mythe qui est, par exemple. Regardez, quand ces enfants sont dans une famille riche, on va dire que le papa a transformé l'enfant en argent. Donc ici, il est riche, c'est parce qu'il a sacrifié son garçon. Mais si c'est maintenant, si c'est dans une famille pauvre, on va dire que c'est sa marâtre. Donc du coup, ces histoires-là ne finissent pas. Mais surtout, il faut intensifier la sensibilisation auprès des parents qui ne sont pas dévoués comme madame à mettre les enfants à la disposition de la fondation pour le diagnostic. Parce qu'un premier pas, c'est la formation. Mais le diagnostic, ça va se faire comment?
On va enseigner ça maintenant. Parce que pour diagnostiquer l'autisme, il faut au moins 6 professionnels. C'est qu'on n'en a pas ici. Peut-être on a des psychologues ici et puis des psychiatres, mais on a besoin du pédopsychiatre, on a besoin du psychomotricien, on a besoin d'un ergothérapeute, on a besoin d'un orthophoniste ou une orthophoniste. Donc on a beaucoup. Donc une seule personne ou bien un seul professionnel ne peut pas diagnostiquer l'autisme. Il faut plusieurs. Vous voyez, elle a tellement la main dans la pâte qu'elle elle a les mots exactement. Elle maîtrise tous les termes. Le plus Ouais. souvent, nous, les journalistes, c'est quand il y a un petit mot, on prête attention. Ouais. D'accord? Donc, je vais revenir un peu, puisque il y a Bengali qui a dit tout à l'heure, si c'est une famille riche, on va penser que... c'est le papa qui a fait que... Et vous avez dit... oui, c'est ça. Et automatiquement, vous avez rebondi sur là-dessus, je crois, vous avez dit... Vous connaissez ça? Oui, parce que moi, j'ai vécu la stigmatisation, les préjugés, l'exclusion, l'isolement. Ouais. J'ai vécu tout ça ici, dans ma chère Akona Afria, là-bas. Donc, ma fille, comme je vous disais, ma fille n'a jamais eu la chance de mettre pied à l'école guinéenne parce qu'elle n'obéit pas aux ordres et puis elle bouge beaucoup et puis elle ne parle pas, elle n'est pas verbale. Donc, elle était exclue des enfants grandissants. Donc, elle était à la maison. Pour certains, c'était une folle. Pour les autres, elle était possédée par des djinns. C'est pourquoi on partait dans les villages, essayer de la soigner. Donc, il y a beaucoup d'arnaques dedans aussi. Il y a beaucoup d'arnaques dedans parce que partout où tu vas, quelqu'un va poser diagnostic. Elle a des diables comme ça, elle a des diables français ou bien elle a des diables méchants. Il y a quelqu'un de taille dans la famille. Quelqu'un géant, teint clair. Quelqu'un de teint clair dans ta famille. Les ancêtres ne sont pas contents ou bien la femme n'a pas obéi. Et vous avez connu tout ça. Elle a connu tout ça. Ou bien on te demande est-ce que quand tu étais enceinte, est-ce que tu t'es lavé la nuit? La nuit. Ou bien à 19h, donc il y a toujours... D'accord. Alors on va revenir encore à... Tu as une question? J'ai une question pour la dame. Vous, en tant qu'une parente qui a quand même un enfant atteint de ce traumatisme, je vais dire comme ça, cette maladie, toujours le mot maladie me revient, ce comportement, est-ce que quels sont vos plus grands défis que vous avez pu relever Ici, en Europe, partout en fait, où vous avez été, avec votre enfant, quel a été votre plus grand défi que vous avez pu relever pour l'instant? C'est c'est-à-dire la principale difficulté que vous avez rencontrée dans... C'était d'accepter l'autisme, que ma fille a l'autisme. Ah ouais. Oui, c'était l'acceptance parce que j'ai directement rejeté le mot. Et puis pour moi, on va guérir ma fille. Pour moi, tout ce que je voulais, il faut... Qu'elle soit guérie. Voilà, il faut qu'on enlève ce qui doit être enlevé. Il faut qu'elle soit normale comme les autres. C'est l'acceptance. Accepter que ma fille va vivre comme ça pour toute sa vie. C'était ça. Accepter, c'était ça. Parce que quand tu acceptes... Et aujourd'hui, ça va, vous l'acceptez? Oh, ça va, oui, ça va, j'ai Excusez-moi guéri. pour ma petite curiosité, c'est la seule enfant que vous avez? Non, elle a 3 petites sœurs. Ah ouais. D'accord. Ouais. Okay. Mais elle est la première? Oui, elle est la première. D'accord. Ouais. Ouais. Et les autres sont... Oui, bien, normal. Oh là là. Aujourd'hui, vous avez créé votre ONG. Ah oui, laisse-la. Tu vois, la fois dernière, il y avait des inspirés. Tu as vu, non? C'est ça. Ok, d'accord, vas-y. Aujourd'hui, vous avez créé votre ONG. C'est quoi l'objectif? Ça, c'est la fondation, là, comme ils viennent de dire, c'est une mission de cœur. Donc, j'ai connu le manque de réponse, j'ai connu le manque de services, j'ai connu le manque d'inclusion scolaire. Donc, la fondation, c'est pour donner... Vous avez connu aussi aussi la stigmatisation, les préjugés, les arnaques chez les marabouts, j'ai tout connu. Donc, l'objectif de la fondation, c'est de donner ce que j'aimerais avoir au début. Donc, c'est de donner aux autres ce que j'ai voulu avoir. Donc, c'est ça l'objectif de la fondation. D'accord. Et moi, je vais m'intéresser à vous, monsieur Abdoulaye. Quelles sont aujourd'hui les actions? Avant les actions, ça a été créé en quelle année déjà? La fondation pratiquement il y a 3 ans, mais 2 ans, on peut dire 2 ans. Parce que en 2023, on a organisé la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. C'est le 2 avril de chaque année. Ça, c'est mondialement. Cette journée est dédiée à la sensibilisation. Le 2 avril. Le 2 avril. C'est On l'a fait à Fria 2 fois de suite en 2023 et en 2024. On a invité les décideurs, les autorités locales de ce côté.
Et on accompagne pour l'instant 13 enfants autistes. 13 enfants autistes. Même si on n'a pas fait le diagnostic, à vue d'œil pour nous. Oui. Parce que madame, elle est spécialiste d'une manière. On accompagne ces enfants-là, tant bien que mal, parce que c'est l'humanitaire. On n'a pas encore de financement extérieur pour accompagner ce que nous faisons. Et donc cette année, ce qu'on s'est fixé comme mission, c'est d'organiser cette formation où des spécialistes au nombre de 4 arrivent de la France, qui vont se rajouter avec certains médecins de la Guinée, et qui vont former ces 50 ou 100 personnes. Je viens de citer les professionnels de la santé et autres. Mais après, il faut créer un réseau autour de tout ça. Et nous avons rencontré le ministre de la Santé la dernière fois, et puis beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions. Et parce que pour organiser un atelier comme ça, ça demande assez de moyens. Malheureusement, on n'en a pas, parce que nous évoluons avec nos propres poches. Donc, ces institutions, d'autres promettent d'accompagner, parce que notre souhait, c'est d'avoir un centre dédié aux enfants autistes de Guinée. C'est ça notre mission. D'accord. Parce que si on a un centre dédié aux enfants autistes de Guinée, je pense qu'on peut soigner le mal en profondeur. Mais pas tout de suite, parce que dire que c'est tout de suite qu'on peut le faire, c'est mentir. Mais c'est dans le crescendo, et voir comment il faut trouver des solutions palliatives par rapport à tout ça. Donc notre souhait, c'est de créer ce centre-là, et de multiplier cette formation, que ça soit fait chaque année. Et nous avons même dit l'année prochaine, le 2 avril, nous allons faire une marche bleue, parce que la couleur bleue, c'est les enfants autistes. Et une marche bleue de la commune de Kaloum jusqu'au palais Sékou Touré, pour dire au président Mamadi Doumbouya, de passage que nous apprécions par rapport aux actions posées, pour lui dire que l'autisme existe, ce n'est pas un handicap. C'est un handicap, ce n'est pas une maladie. Et les enfants autistes de Guinée doivent être accompagnés. Donc, madame, quand vous avez fait tout ce parcours-là, le diagnostic, vous l'avez tenté en Guinée, ça n'a pas marché. Certainement, vous avez pu rencontrer beaucoup de médecins, mais après avoir découvert que ce n'est pas une maladie, mais est-ce qu'il y a certains médecins guinéens qui se sont déjà intéressés à la chose? Avant, non, mais aujourd'hui, il y a certains médecins qui s'intéressent à la chose, oui. Oui, parce que les parents, je pense que les parents ont commencé à crier, parce que l'autisme, comme avec les préjugés, les parents ont tendance à se retirer. Bien sûr. Parce que quand l'enfant sort, par exemple, l'enfant commence à faire des comportements répétitifs, et puis les regards sont là, les parents se retirent. Donc l'isolement commence, l'exclusion de l'enfant commence. Mais je pense qu'avec les sensibilisations, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation dans les réseaux sociaux, je pense que les parents ont commencé à, pas tout le monde, mais ont commencé à sortir. Mais je pense que la sensibilisation ne doit pas seulement s'arrêter à Conakry, on doit rentrer dans l'intérieur du pays, dans les zones reculées. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour créer des antennes au niveau en province, pour créer des antennes? Abla, il connaît bien le monde médiatique ou d'autres personnes. Il suffit juste de passer par certains journalistes et ils vont essayer de voir. Parce que vous avez commencé à Filia, Conakry, Filia, c'est pas aussi loin, mais il se trouve qu'il y a d'autres enfants qui sont à Zérekoé qui souffrent de ce handicap-là. Le plus souvent, ces cas-là sont plus nombreux là-bas. Voilà. Parlons d'accompagnement ici. Il y a une question? C'était une question? C'était un commentaire. Ah, c'est un commentaire. D'accord. Parlons d'accompagnement. Oui, je veux rajouter. Alors, comme Bangali l'a dit tout à l'heure, mon ami, j'utilise mon manteau de journaliste pour partager cette sensibilisation. À Conakry, déjà, j'ai rencontré tous nos confrères journalistes des différents sites d'information, des radios et autres. C'est pourquoi je suis venu directement rencontrer les directeurs de la télé et M. Camara, qui est aussi du FREA. Voilà. Le boucantier. D'où notre invitation, dans cette émission. Donc, à l'intérieur du pays... Fodé Camara, il est de Fria? Fodé, il est de Fria? Oui, il est de Fria. Ah ouais, je comprends maintenant. Ah oui, je comprends. Fodé, il a grandi là. Ah ouais, je vois. Il est de Fria. Il
Yamoussa Sidibé aussi est de Fria. Ah ouais, là je savais ça. Voilà, de Fria à Koloma, d'accord. Ouais, c'est Fria et Dingira qui produisent beaucoup plus de journalistes. Hein. D'accord, ah ouais. C'est bien ça. Ça. Ah ben oui. T'es sérieux là? Ah ben oui. Dingira produit beaucoup de journalistes. Et Kouroussa produit beaucoup de cadres. Ah ouais. Oui, donc vas-y pour ta question. Parlant d'accompagnement là, quand vous dites que vous accompagnez ces enfants autistes, c'est en quoi faisant? Est-ce que c'est en les recueillant, c'est en créant des moyens de communication pour eux? Vous faites quoi exactement? Pour les enfants de Fria, on a des séances que nous organisons en éducation sensorielle par exemple, avec ces enfants-là. Nous accompagnons les parents à vivre. Nous le faisons à chaque fois que nous pouvons. Parce que garder un enfant comme ça à la maison, si c'est un enfant très difficile à garder, imaginez-vous qu'il fait tout là où il est. Il fait assez de dégâts. Voilà. Donc il faut accompagner les parents. Et ça, il faut saluer la présidente de cette fondation qui met la main dans la poche pour assister ces parents-là. C'est le moment de le dire. Et puis les enfants, de temps en temps, nous sortons avec eux, nous les amenons un peu loin de ce stress que vous connaissez. Parce que quand ça crie beaucoup, un enfant autiste, il les rejette. D'accord? Donc on les amène très loin pour être avec eux toute une journée pour qu'ils changent de milieu. Ça aussi, on fait avec ces enfants-là. Pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Alors, j'ajoute, on fait des visites aussi à domicile juste pour voir ce qui se passe à la maison parce que c'est lourd. Donc on passe à la maison pour juste faire savoir aux parents qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là, qu'il y a d'autres parents. Et puis on les conseille. Ça va aller, vous n'êtes pas seul, avec un accompagnement, l'enfant peut s'épanouir et puis peut apprendre aussi. Donc, mais les centres nous manquent pour faire ça. C'est ce que je voulais dire, les défis de la prise en charge d'un enfant autiste, par exemple. Les défis sont énormes. Ça commence par la manque de formation et d'information. La manque parce que ici, l'autisme, le gouvernement ne s'implique pas. Donc l'autisme n'est pas encore... C'est parce que c'est méconnu. Voilà, c'est parce que c'est méconnu, on n'en parle pas. C'est pas intégré dans les programmes dans l'éducation et dans la santé. Et puis, donc, la stigmatisation, c'est beaucoup. Mais quand vous avez rencontré le ministre de la Santé, par exemple, quand vous l'avez expliqué des aspects techniques, comme vous êtes en train de le dire aujourd'hui sur notre plateau, quelle a été sa réaction? Est-ce que vous l'avez rencontré d'ailleurs? Oui. Ablaye l'a dit tout à l'heure. Quand vous avez rencontré le ministre, il nous a donné 2 minutes pour qu'on puisse parler avec lui, mais il a été vraiment réceptif. Il faut le dire, il faut le reconnaître. À 2 minutes? Oui, parce qu'il sortait là. Il nous a demandé de faire une lettre de convention qu'on va déposer au ministère de la Santé. Ça a été déjà fait. On l'a fait, même si ce n'est pas encore signé. Mais on comprend qu'en ce moment, il y a les élections qui arrivent, tout le monde n'a pas le temps. Mais nous continuons à démarcher auprès de lui pour que ça soit fait et pour que nous soyons pris en considération par rapport à tout ça. Mais des courriers ont été déposés dans beaucoup d'institutions. Mais il faut continuer à travailler dessus. Il faut continuer à renforcer cela. Il ne faut pas déposer un courrier après se décourager parce que ce que nous faisons, c'est noble. Ce que nous faisons, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Donc, le ministre de la Santé, normalement, dans les conditions normales, nous sommes passés par d'autres conseillers au CNT qui sont de Fria et qui nous ont promis de débrayer, de nous aider à le rencontrer pour l'expliquer le bien fondé de ce projet, ce que nous faisons, nos attentes et tout ça. Essayez aussi de rencontrer le Dr Dansa. Autour de ça, il est médecin. C'est notre souhait. Voilà, il est médecin et il peut avoir des idées ou des directives à vous donner par rapport à ce handicap-là. Parce que c'est un handicap. Et les défis sont énormes ici. Manque de formation, manque de professionnels dans le domaine, c'est beaucoup. Manque d'information pour les parents parce que peu en parlent de l'autisme en Guinée. Très peu. On ne connaît même pas. Et vous avez ces enfants sont à Fria? Oui, les enfants, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui sont à Fria, mais sur le territoire national, ils sont beaucoup. Évidemment, oui. Je parle de l'ONG. Oui, ils sont à Fria. Oui, parce que c'est là-bas où tout a commencé. Tout a commencé. Mais nous tenons beaucoup à cette formation qui va se dérouler le 5, le 6 à Fria.
Le 5, le 6 décembre. Ok. Nous tenons beaucoup à cette formation. Okay. Nous invitons les masses médias que vous êtes, que nous sommes. Ça tombe sur un week-end, hein? Voilà, c'est un week-end, c'est un vendredi et un samedi. C'est un week-end, oui. Parce que ça permettra de multiplier la sensibilisation et que ça soit compris, pas totalement compris par beaucoup de gens. C'est notre souhait le plus ardent. Parce que quand c'est fait comme ça, on continue la sensibilisation et puis on fait comprendre aux masses médias, aux institutions que l'autisme, il y en a bel et bien en Guinée, que ce n'est pas une maladie, c'est un handicap, et que ces enfants autistes sont considérés comme des fous, des zinzins entre guillemets, des personnes pour qui personne n'a une considération. Et les parents, quand ils ont un enfant autiste à domicile, c'est une corvée à vie. Ils souffrent en silence. Ils souffrent en silence. Ils souffrent en silence. Parce que là, tu n'as pas où amener ton enfant. Tu ne peux pas aller avec ton enfant au boulot. Tu ne peux pas confier ton enfant. Donc, tu deviens une charge. Et tu l'aimes. Le plus souvent, les enfants atteints de l'autisme sont les enfants qui sont très accueillants, qui sont très joyeux, très attachés aux gens. Alors, moi, j'aimerais savoir des enfants déjà que vous avez au sein de votre ONG, des enfants sur qui vous avez les mains en tout cas pour les accompagner. Comment vous êtes parvenu à les avoir? Est-ce que vous êtes allé de porte en porte? Comment les parents sont venus vers vous? Ou c'est peut-être vous qui êtes allé vers? On a commencé par rencontrer les autorités de Freya, notamment le DPS. Le directeur préfectoral de la santé. Voilà. Donc on est parti dans des centres de santé. Et puis comme ça, on nous dit, il y a un enfant ici, on prend leur contact, un enfant ici. Donc on a pris leur contact, par après on les a contactés. Et comment ça se passait avec les parents? Est-ce qu'ils étaient réceptifs? je crois. Il y a toujours une réticence. Par exemple, au centre de santé Tabossi, il y a une structure qui s'occupe des maladies mentales. D'accord. Donc dès qu'on est arrivé, on a expliqué ce dont nous avons besoin. Et le monsieur nous a dit, moi j'ai beaucoup d'enfants qui ont un problème et comme ça, ne sachant pas c'est quoi l'autisme. Il nous a donné une liste des enfants comme ça. Donc on a contacté les parents. Donc on est allé à domicile. Et on a vu certains enfants. On a compris que ce n'est pas un problème mental, mais c'est l'autisme. Ça ne peut être. Certains étaient. Ça se détecte à vue d'œil, non? Donc on a identifié, donc on a fait la part des choses. Voilà. Et par après, depuis ça, on reçoit des appels partout. Depuis la première sensibilisation, on reçoit, mais manque de monde, on ne peut pas prendre tous ces enfants. Maintenant, une question très. Maintenant, comment se porte aujourd'hui votre fille? Ma fille, elle va très bien aujourd'hui. Elle va très bien, elle est calme. Je disais ici, elle mange en courant ou elle court en mangeant, je ne sais comment le dire. Elle est calme aujourd'hui, elle communique très bien, elle communique avec les outils. Voilà, elle a un cahier de communication, elle communique très bien. Elle communique très bien. Oui, elle a beaucoup d'activités. Donc les enfants autistes ou bien les personnes autistes avec un accompagnement adopté, c'est très facile, ça prend du temps. Par exemple, si tu veux apprendre à un enfant autiste quelque chose, ça va lui prendre du temps. Mais ils sont très intelligents. Dès qu'ils captent ce que tu veux les enseigner, là, c'est fini. C'est fini. Quand elle te rencontre aujourd'hui, même si ça fait 20 ans, elle te revoit, elle va te reconnaître. Ouais. C'est vrai ça. C'est des génies. Mais il faut un accompagnement, il faut identifier à Bata, parce que quand on arrive à commencer l'accompagnement très tôt, les résultats sont énormes. Oui, mais quand on laisse jusqu'à 14 ans, 10 ans, 8 ans, c'est déjà un peu tard, surtout pour développer l'autonomie. Votre cas a été découvert, on dit sévère déjà. Voilà. L'autisme sévère. Parce que si elle avait même perdu son autonomie, c'est là-bas qu'on a commencé encore à l'éduquer dans ce sens, à accompagner jusqu'à ce qu'elle retrouve. Et quels sont les obstacles? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ici déjà, pour que tu rencontres un parent, c'est déjà un obstacle. Et beaucoup de cadres guinéens ont des enfants autistes.
des personnalités de notre pays, mais c'est caché à la maison. Ouais. Déjà, il ne veut pas qu'on en parle. Et même si quelqu'un t'informe dans ce sens-là, tu n'oses pas en parler parce que lui déjà, le regard qu'il porte par rapport à cela te donne un frein pour que tu en parles. Déjà, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Donc, et aller vers ces enfants-là, il faut obligatoirement rencontrer les parents, hein, les préjugés. D'accord? La stigmatisation. Mais la stigmatisation, c'est à outrance. Ça se fait. Et pour rencontrer un enfant qui est à la maison. Par exemple, avant-hier, on a rencontré un parent qui a deux enfants autistes. Wow. On a une Africaine, Rudy a deux enfants autistes aussi. Et puis le mari est parti et elle est seule avec les deux enfants. La plupart, les hommes se remarient et puis on laisse... Abandonne. Ça allait être la remarque que je voulais faire, parce que souvent, bon, je suis désolée, je n'attaque pas les hommes, je ne les attaque pas, mais souvent, ils ne sont pas patients avec les enfants. Donc du coup, facilement, ça les fait. Dès que ça devient lourd à la maison, ils se cherchent. Et puis la femme est là maintenant. Il y a beaucoup de couples et puis on dit que c'est les diables qui sont derrière la dame. C'est la femme qui n'a pas obéi. Il y a beaucoup de couples qui divorcent parce qu'il y a un enfant comme ça à la maison. Les parents de l'homme peuvent te dire, écoute, ta femme là, c'est une sorcière, ou bien sa maman est telle. Si tu continues à rester avec elle, elle va continuer à te donner le monde des enfants, des diables, mais ça se passe même avec le voisinage, parce que si tu as un enfant, tu vas voir les autres parents, les voisins, retirer leurs enfants. Oui. Contraire, directement. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez passer à cette société, aujourd'hui qui préjugeons les gens, qui préjugeons les parents qui ont des enfants atteints de ce traumatisme? Quel est le message aujourd'hui que vous aimeriez les lancer? Parce que si vous voyez aujourd'hui qu'il y a assez de parents qui ne veulent pas venir vous dire que mon enfant souffre de ça, qui veulent même vous empêcher de voir des enfants souffrant de ce traumatisme, c'est parce qu'ils sont jugés par la société. Aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez passer à cette société? Mon message est très simple, parce que l'autisme n'est pas un problème. C'est le regard de la société qui doit évoluer maintenant. On doit changer nos regards. Chacun de nous peut faire ça, on change le regard. Voilà, c'est le message. Et je veux dire aux parents aussi qu'ils ne sont pas seuls, de prendre courage et puis d'être la voix de leurs enfants. Parce que ces enfants ont besoin d'eux. Les enfants là ne peuvent pas sortir, réclamer leurs droits. Ça, c'est aux parents de le faire. Je suis la voix de ma fille aujourd'hui et puis d'autres enfants, mais je suis aussi la voix de ses parents. Mais j'aimerais qu'on sorte ensemble pour réclamer le droit de nos enfants. Alors, quelles sont les attentes, ou vous attendez à quoi venant de l'État ou des institutions? Si vous avez un message directement à passer au président Mamadi qui vous regarde. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes messages. Voilà. Nous avons besoin d'être accompagnés. Notre souhait le plus ardent pour la Fondation Salim pour les enfants autistes de Guinée, qu'on ait un centre adapté aux besoins spécifiques de ces enfants-là. C'est ce que nous avons besoin. Et nous savons que le président Mamadi Doumbouya, il peut le faire. Il peut le faire. Il est là pour tout le monde. Il est le père de la nation. Il est le père des enfants de Guinée. Il peut le faire, peut-être qu'il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Il peut le faire. Il peut le faire. Il a le dos large. Depuis qu'il est là à la bourse, il a posé beaucoup d'actions. Que moi je le veux ou pas, mais c'est fait. C'est visible. C'est ça. Donc je ne peux pas me dérober de cela et je ne peux pas rester de marbre par rapport aux actions qui sont déjà posées. Je sais qu'il peut. Donc nous demandons humblement au président, aux personnes qui sont autour de lui, au Premier ministre Amadou Ouriba, à qui on a écrit officiellement, même si on n'a pas encore été reçu, nous leur demandons d'accompagner les enfants autistes de Guinée. En quoi faisant? En construisant un centre adapté aux besoins spécifiques. Des centres. Pour l'instant, si on a un grand centre à Conakry, on peut avoir d'autres centres à l'intérieur du pays. Mais un enfant de là-bas ne peut pas venir à Conakry. C'est ce que j'ai dit, ils ont des messages différents. Allez-y. Nous demandons aussi l'intégration de l'autisme dans les programmes de santé et d'éducation. Nous voulons que les enseignants
soit formé pour accompagner les enfants autistes dignement et avec compétence. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas mieux accompagner l'enfant. Ouais. Nous voulons aussi des collaborations institutionnelles pour faire avancer la cause de l'autisme en Guinée. Et puis nous voulons une sensibilisation nationale, comme on l'avait dit, pour faire savoir aux autres parents que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un handicap à vie. Donc il faut soutenir les parents. En Guinée, on ne prend pas, il n'y a pas de prise en charge. Ouais. On veut que ça commence. En tant que parent, on veut que ça commence. D'accord. Ouais. Alors, le message, les messages sont forts et on espère que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Moi, j'aime bien le dire. Même 5 minutes sur la télévision nationale, déjà, c'est pas petit. Ouais. Et on espère qu'il y a des personnes qui sont peut-être, ou même le président qui est en train de suivre, c'est bel et bien possible, qui sont en train de suivre à l'instant. Il a la main sur le cœur, on le sait. Il suffit juste qu'il entende votre cri de cœur et vous venez de le faire sur ce plateau. Donc, on espère que vous aurez gain de cause. Mais surtout, moi, je ne connais pas directement cet handicap parce que je ne l'ai pas vécu directement. Mais tout ce que je sais, après tout ce que vous êtes en train de dire, je vais demander aux parents d'être aussi très très forts mentalement, mais aussi d'être patients. Parce qu'il faut la patience pour accompagner ces enfants-là. Pas s'énerver, parce que souvent, vous-même déjà, vous êtes, je ne sais pas comment dire, vous êtes triste. Oui, il y a la tristesse chez la maman. C'est douloureux d'avoir un enfant. Exactement, c'est douloureux. Donc, il ne faut pas que ça se répercute sur l'enfant. Il faut savoir prendre sur soi. C'est vrai que c'est difficile. Ça doit être très dur de vivre avec un enfant atteint de l'autisme. Mais je pense qu'avec le courage et tout l'amour que vous apportez à cet enfant-là, ça peut changer. Un amour inconditionnel. Exactement. Ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Donc, franchement, on vous souhaite très bonne chance dans votre démarche. Merci. Et pour clore, Salim, c'est ma fille. D'accord. Donc c'est ONG Salim, d'accord. Oui. La fille, c'est ça. Oui. C'est le diminutif de Salimatou. Ah, de Salimatou. Salim. La fondation est créée en hommage à Salim. Salim, on ne te connaît pas, mais on t'envoie plein d'autres positifs. Merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. À nous aussi de vous remercier. Coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Merci. On va envisager si certainement on peut assister à